Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 14. Nous étions là, perplexes, lorsque d'un seul coup, comme l'avant-veille, des cris sortirent de la chambre où se trouvaient les blessés. Cela ne va pas recommencer, S'exclama Gaynor juste avant de se précipiter dans les escaliers de la tour. Naturellement, nous fûmes plusieurs à lui emboîter le pas. Comme la dernière fois, Pierre était là, débordé par la situation. Comme la dernière fois, les trois blessés étaient pris de convulsions et semblaient habités par une douleur incontrôlable. Je pensais que, toujours comme la dernière fois, la crise allait passer, qu'il suffisait d'attendre, et même si le fait de ne pas connaître la raison de cet état pouvait nous interpeller, il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter. Erreur. Les choses allaient aller beaucoup plus loin cette fois-ci. Parmi les trois blessés, il y avait un jeune homme d'une quinzaine d'années qui se prénommait Luc. Il nous avait rejoints depuis un peu moins d'un an, juste avant que nous ne rejoignions ce gain de bas de folle. C'était un gamin sans scrupules qui s'était intégré très facilement dans notre troupe dont il partageait le manque d'empathie. Au combat, il n'était pas le meilleur, mais il n'avait pas froid aux yeux et n'hésitait pas à affronter le danger. Il avait été blessé au bras et la plaie peinait à se cicatriser, ce qui provoquait de violentes fièvres. Ce soir-là, comme ses deux compagnons d'infortune, il était pris de spasmes violents, bien qu'il parût inconscient. Pierre était vers lui avec Harold et tentait de le maintenir pour éviter qu'il ne se blessât davantage. Soudain, une contraction fut plus violente que les autres. Il eut un bruit sec et quelque chose de chaud et de gluant vint éclabousser le visage du barbier et de l'Irlandais. Lorsqu'ils se rendirent compte que c'était du sang, ils lâchèrent un juron presque en même temps. Cela attira mon attention, et ce que je vis me hante encore aujourd'hui. Une plaie déchirait le thorax de Luc, une plaie énorme d'où coulait un flot de sang continu. Mais le pire, le plus impressionnant, c'était qu'au milieu de cette blessure, sortant du corps de notre malheureux camarade, il y avait une sorte de branche, ou non, plutôt de racine, qui dansait comme un serpent sous l'emprise d'un charmeur. Immédiatement, je me remémorais ce qui s'était passé dans la forêt un peu plus tôt, et sans hésiter, je me portai à la hauteur d'Harold et de Pierre pour les aider. Je n'en eus pas l'occasion. Pris d'une force et d'une folie soudaine, Luc se dégagea sans peine apparente de l'emprise de ces deux hommes. Le barbier partit à la renverse, se cogna la tête, et l'Irlandais lâcha prise de lui-même avant de se relever dans la précipitation. Luc se dressa lentement, et je vis son visage. Je n'avais plus en face de moi un jeune homme au trait encore enfantin. Ses yeux étaient devenus jaunes, sa bouche s'était déformée et son nez avait disparu, remplacé par deux simples trous. Tout cela était arrivé en quelques instants, comme par magie. Je restais pétrifié et je vis la transformation se poursuivre. Ses cheveux commencèrent à changer de couleur pour devenir noirs et se mirent à pousser jusqu'à atteindre la moitié de son dos. Les racines qui sortaient de son ventre se détachèrent et tombèrent au sol. Immédiatement, la blessure se referma, laissant sur son torse plusieurs cicatrices distinctes. Il ne me quittait pas du regard et j'eus l'impression qu'il attendait juste la fin de sa transformation pour m'attaquer.
Mon instinct de survie reprit alors le dessus, et pour ne pas lui laisser le temps de s'en prendre à moi, j'attaquai le premier. Il esquiva sans peine mes 2 premiers coups d'épée. Le second, que je portais avec beaucoup plus de violence, m'entraîna dans une chute et je m'étalai de tout mon long sur le sol. Je me relevai prestement, mais mon adversaire avait pris la fuite. Je le cherchai rapidement dans la salle et je le vis sur le bord de la fenêtre. Il me toisa une dernière fois et sauta. Je me précipitai à mon tour. La lune éclairait la cour en contrebas, et s'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais vu. Mais rien, aucun corps, aucune trace. La créature avait disparu. Je pris alors conscience de ce qui s'est passé dans la chambre. Les 2 autres blessés avaient eux aussi une racine qui sortait de leur thorax. Mais plus âgés, plus fragiles, ils avaient succombé avant de se transformer. Nous étions tous réunis dans la salle principale de la ferme et les échanges étaient houleux. Cette tension bien inhabituelle entre nous témoignait de la peur qui s'était emparée de chacun. Nos compagnons sommaient Gaynor de prendre une décision. « Nous devons nous protéger !» criaient les uns. « Trouvons le vieux fou et brûlons-le !» s'emportaient les autres. « On ne peut pas rester là, mieux vaut affronter le brouillard !» affirmaient les derniers. Nous protéger. Le mal avait réussi à atteindre nos blessés sans que l'on sache comment, alors qu'ils étaient bien à l'abri de la tour de la ferme. Aucun mur ne paraissait pouvoir nous mettre à l'abri. Au vu de ce que nous avions vu dans la forêt, même nos armes n'étaient pas une vraie sécurité. Et puis, nous protéger contre quoi? Qu'est-ce qui nous menaçait? Le démon? Les esprits de la forêt? Brûler le vieux fou? Force était de constater qu'il avait un don pour nous échapper, et même si nous parvenions à l'attraper, à nous en débarrasser, est-ce que cela suffirait? Tout ce que nous savions, nous le tenions du témoignage d'Arnold qui avait disparu et qui, à mon sens, n'avait aucune raison de nous aider vraiment. Fuir à travers le brouillard. Je connaissais la nature des créatures qui le peuplaient, ces grands loups en partie humains, dotés d'ailes de chauve-souris, d'une agressivité et d'une force contre laquelle nos chances de survie étaient presque nulles. Et puis, même si nous décidions de les affronter, comment allions-nous nous diriger dans... C'est là que j'interrompis ma pensée. C'est là qu'elle fut rattrapée par une idée en mesure de nous sauver la vie à tous. Un nom, un simple nom, Louise. Face à tous ces événements, j'avais un instant oublié la jeune femme et la promesse que je lui avais faite de revenir le lendemain. J'étais persuadé que ce n'était pas le fruit du hasard si elle était parvenue à survivre aussi longtemps dans le brouillard. Si elle avait réussi à rester toute proche de la limite de ce dernier, alors que tous les autres avaient fini par se perdre dans l'épais manteau de brume. Tout s'était précipité, et il me parut évident qu'il n'était plus question d'attendre. Je pris donc la parole et j'exposai les faits suivants. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il n'est pas possible de rester là et que nous devons fuir. Mais je sais que si nous affrontons le mur de brouillard, beaucoup d'entre nous n'y survivront pas. Personne n'y survivra, me coupa Guillaume, un de ceux qui avaient participé à l'expédition de la veille. Depuis quand avons-nous peur de mourir? L'invectivera Henri, qui lui, n'avait pas vu le brouillard. Depuis toujours, crétin. Je suis prêt à prendre des risques, mais je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose où je me sais condamné à coup sûr. On parle d'un brouillard, là. Juste d'un brouillard. Bah oui, mon con. Juste un brouillard. Guillaume s'emporta, et en menaçant Henri du doigt, il poursuivit. C'est pas du tout cela. C'est pas juste un brouillard. C'est les limites de l'enfer. Et nous, pas de bol, on est du mauvais côté du mur. Voyant que le ton montait, je voulus calmer le jeu, mais Henri n'était pas prêt à baisser pavillon, et faisant fi de mon injonction, il renchérit. Il faut tenter le coup. Tous ceux qui l'ont fait sont morts, et je l'ai vu de mes yeux. L'occasion était trop belle, la transition parfaite. Non! Les deux furent surpris par mon intervention, et je pus enfin poursuivre. Non, tout le monde n'est pas mort. Guillaume me regarda, il ne semblait pas comprendre, et puis d'un seul coup cela devint limpide. Toi et la petite villageoise. Je suis certain que la petite Louise sait comment affronter ce brouillard et... Allez la chercher tout de suite. Ordonna Gaynor. Je me dirigeai immédiatement vers la sortie, mais le galop m'arrêta. Pas toi. Me dit-il. Nous devons nous occuper de nos morts. Il se tourna vers les autres. Guillaume, Henri, allez-y. Vous en profiterez pour vous réconcilier. Ramenez ces gamins, ajoutai-je. Ce sera le seul moyen de pression qui nous permettra de la faire collaborer. Et son mari? Demanda Henri. Pas besoin. Répondit Gaynor. On en fait quoi? Cela m'étonnerait qu'il reste tranquille si on emmène sa femme et ses mômes.
insista Guillaume. Faites-en ce que vous voulez. Cela n'a pas d'importance. Conclut le Gallois. La terre était gelée, elle était impossible à creuser et nous prîmes la décision de brûler les 2 cadavres de nos compagnons. La nuit commençait à mourir et une vague lumière grisâtre et timide naissait sur l'horizon lorsque notre sinistre cortège sortit de la ferme. 4 hommes portaient les morts, tous les autres suivaient. Le plus étonnant, le plus impressionnant, c'était le silence. Un corbeau coassa au loin, le bruit du vent discret dans les branches des arbres avoisinants, mais pas une parole. Nous avions trouvé du bois sec dans la grange de la ferme et nous en avions fait un bûcher improvisé. Un seul pour 2 corps. Mes compagnons d'alors étaient des hommes frustres, habitués à côtoyer la mort et peu enclins à une quelconque empathie. Aussi, je fus surpris de voir avec quelle délicatesse et quelle précaution ils déposèrent les morts sur le tas de bois. Le recueillement des autres m'étonna également, et j'eus même la surprise d'en voir certains se signer. Était-ce la peur qui les faisait agir ainsi? Sans doute. Et je peux bien avouer que je ressentais le même malaise. Gaynor s'approcha du bûcher, un flambeau à la main, et il l'enflamma. D'abord discrète, les flammes prirent rapidement de l'assurance. Un halo jaunâtre illumina le reste de la nuit, et une chaleur funeste vint nous réchauffer quelques instants. Un avant-goût sans doute des flammes de l'enfer, auxquelles nous étions tous promis. Nous restâmes un long moment à regarder la danse provocante du feu, et Harold entama alors une vieille chanson de son Irlande natale, qui fut reprise en chœur par ceux de nos compagnons, et ils étaient un certain nombre qui la connaissaient. À toi, mon vieux compagnon, qui a porté les armes à mes côtés. C'est sur un chemin bien loin des tiens que tu t'es dirigé. N'oublie pas toutes ces saisons passées avec moi sur la lande, et combien nous avons lutté pour que notre liberté soit grande. Bah, puisque c'est ton destin, bah, maintenant n'attends pas demain. Salut la mort et tous ses serviteurs, dis-lui que pour moi ce n'est pas encore l'heure. Tous nos combats et nos victoires n'ont plus de couleur. C'est bien la première fois que nous sommes vaincus par la peur. Et moi qui reste là, je veillerai sur ton honneur. Et moi qui reste là, je te compterai avec chaleur. Bah, puisque c'est ton destin, bah, maintenant n'attends pas demain. Salut la mort et tous ses serviteurs, dis-lui que pour moi ce n'est pas encore l'heure. Tous nos combats et nos victoires n'ont plus de couleur. C'est bien la première fois que nous sommes vaincus par la peur. Et moi qui reste là, je veillerai sur ton honneur. Et moi qui reste là, je te compterai avec chaleur. Ah, puisque c'est ton destin, bah, maintenant n'attends pas demain. Salut la mort et tous ses serviteurs, dis-lui que pour moi ce n'est pas encore l'heure. Puisque c'est ton destin, pars maintenant, n'attends pas demain. Salut la mort et tous ses serviteurs, dis-lui que pour moi ce n'est pas encore l'heure. Harold termina la chanson et se signa. Lui, le rebelle, le combattant qui avait toujours préféré le diable à Dieu. Les flammes avaient presque terminé leur besogne et elles commençaient à décroître. Le jour s'était encore affirmé. Il promettait d'être sombre et triste. Lentement, les hommes commencèrent à se séparer. Certains retournèrent vers la ferme pour aller dormir. D'autres partirent vers le village pour surveiller ses habitants. Guillaume et Henri n'avaient pas assisté à la cérémonie. Ils étaient partis chercher Louise et ses enfants. Pendant ce temps, je les avais presque oubliés. Mais maintenant que le présent reprenait le dessus, je ne pus que m'étonner qu'ils ne soient pas encore revenus.
Je m'apprêtais à en faire la remarque à Gaënor lorsque des cris montèrent du chemin qui conduisait au village. « Au feu! Au feu !» Il ne nous fallut pas longtemps dès que nous eûmes franchi les portes de la cour pour comprendre ce qui se passait. De là où nous étions, nous dominions le village et nous pûmes que voir la ferme de Louise en feu. Je ne sais plus vraiment à quoi j'ai pensé en premier, au destin de Guillaume et d'Henri, ou au fait que notre seule chance de fuir ce lieu maudit était peut-être en train de se consumer. Toujours est-il que je me suis précipité. Vaine course. Devant la ferme se trouvaient déjà plusieurs de nos compagnons qui regardaient le spectacle sans vraiment pouvoir intervenir. Mais aucune trace de Guillaume ou d'Henri. Les villageois, alertés par les cris, commençaient à défier nos ordres et sortaient de chez eux pour voir ce qui se passait. Ils étaient tous aussi impuissants que nous. Pour la seconde fois de la journée, je regardais donc danser les flammes. La neige se mit à tomber et accéléra l'agonie de l'incendie. Nous pûmes enfin entrer dans les ruines et voir ce qui s'était passé. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre. Mon vieux compagnon qui a porté les armes à mes côtés. C'est sur un chemin bien loin des tiens que tu t'es dirigé. N'oublie pas toutes ces saisons passées avec moi sur la lande, et combien nous avons lutté pour que notre liberté soit grande. Appuie que c'est ton destin, pas maintenant, n'attends pas demain. Salut la mort et tous ses serviteurs, dis-lui que pour moi ce n'est pas encore l'heure. Tous nos combats et nos victoires n'ont plus de couleur. C'est bien la première fois que nous sommes vaincus par la peur. Et moi qui reste là, je veillerai sur ton honneur. Et moi qui reste là, je te compterai avec chaleur. Appuie que c'est ton destin, pas maintenant, n'attends pas demain. Salut la mort et tous ses serviteurs,